Voilà, on va démarrer. Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Palais de Rumines, bienvenue à Histoire et Cité et bienvenue à cette table ronde qui débattra de cette question volontairement polémique: l'agriculture a-t-elle fait le malheur de l'humanité ? Et pour discuter de ce thème et débattre entre nous et avec vous de cette question, nous avons trois invités aujourd'hui qui viennent toutes de l'Université de Genève: Marie Besse, Lucie Martin, Stéphanie Girard-Clos, que je présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Et je remercie Stéphanie d'avoir au pied levé remplacé Sébastien Guillet qui a dû s'excuser à la dernière minute. Stéphanie, qui connaît aussi bien les questions de climat, parlera donc de cet aspect en lieu et place de Sébastien qui était indiqué dans le programme. Avant de passer la parole à nos invités, je me permets de poser un petit peu le décor parce que cette question, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une longue histoire de la recherche sur le néolithique qui n'a pas commencé avec une perception qui est celle que certains auteurs ont aujourd'hui de cette période. Et avant d'en arriver à cette question, on avait une vision, et c'est celle que vous avez probablement aussi reçue à l'école, que beaucoup d'entre nous avons encore, qui est celle de l'inscription du néolithique dans le long et lent progrès de l'humanité, depuis sa sortie des cavernes, si on schématise un petit peu, jusqu'à sa libération dans la perspective hégélienne d'un humain qui va, au fil de l'histoire finalement, être de plus en plus conscient de sa raison, conscient de lui-même, aller vers de plus en plus de liberté. Une téléologie comme ça de l'histoire, une histoire qui a un sens que Marx reprendra en voyant lui plutôt dans cette dialectique marxiste de l'histoire comme une libération progressive de ceux qui produisent contre ceux qui possèdent les forces de production. Et le néolithique, pour les archéologues marxistes comme Gordon Childe par exemple, qui va inventer cette notion de révolution néolithique, le néolithique c'est un petit peu le point de départ de ce lent progrès de l'humanité. Progrès parce que capacité de stockage de denrées agricoles, parce que élevage des animaux qui permettent de donner du temps à d'autres membres de la société pour d'autres pratiques, d'autres réflexions, la mise en place des réflexions philosophiques, de la religion, d'une administration aussi qui mène lentement vers la création des premiers États et de plus en plus finalement de temps et de liberté pour les humains qui se sortent de cette condition finalement de chasseurs-cueilleurs qui les rend très dépendants aux questions de nourriture, qui est le thème donc d'Histoire et Cité cette année. Cette vision, elle commence à être remise en question dans les années 70, d'abord surtout par les anthropologues, en fait, les gens qui regardent ces aspects-là depuis l'extérieur, pas tellement par les archéologues eux-mêmes. Et ça commence avec Marshall Sahlins et puis Jared Diamond après, bien sûr. Sahlins qui est le premier parmi les premiers à dire que les populations de chasseurs-cueilleurs sont des gens qui ont vécu dans l'abondance. Lui, il n'est pas tellement dans une perspective de vouloir changer l'image du néolithique, c'est plutôt de dire, en fait, il faut qu'on change la vision qu'on a du paléolithique, de ce qui se passe avant. C'est pas des gens qui vivent dans la misère. La vie avec la cueillette et la chasse amène aussi à de la prospérité et de l'abondance. Mais ensuite, il y avait qu'un pas pour dire qu'évidemment, si c'est mieux avant, ça sera moins bien après, et que donc le néolithique est une période catastrophique après celle de l'âge d'or du paléolithique. Et Jared Diamond, que vous connaissez sûrement pour ses écrits assez catastrophistes sur la perspective un peu de la fin de l'humanité, de la chute des civilisations, a écrit en 87 un article qui s'appelle carrément « The Worst Mistake in History of the Human Race ». Et le thème de cet article, c'est l'invention ou la naissance de l'agriculture. Donc il n'y va pas par quatre chemins. Et c'est là qu'on commence à avoir, surtout dans le monde des anthropologues, une vision très négative qui se met en place de cette période. Et elle a été popularisée par cet ouvrage que vous connaissez tous et toutes, par Yuval Harari, qui lui cite
et puis, on peut dire vraiment, Jared Diamond, il reprend l'article quasiment tel quel en le résumant. Vous pourrez aller voir les références bibliographiques et les notes dans le chapitre sur l'agriculture. Il reprend cette vision-là. Et comme ce livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, c'est une thématique qui a essaimé dans le grand public, qu'on retrouve dans la littérature aussi scientifique pour le grand public. Et l'an dernier, quand on préparait le programme de ce festival, il y a 2 publications dans des magazines grand public qui ont attiré notre attention. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose autour de cette table ronde. C'est le magazine Epsilon, que vous connaissez peut-être, qui est un nouveau magazine scientifique qui, en été 22, avait sur la couverture cette question sur la catastrophe du néolithique, et puis vous voyez la double page de titre, Maudit néolithique, le piège de l'agriculture. Dedans, on pouvait lire que les anthropologues qui aujourd'hui travaillent sur les squelettes montrent que finalement les squelettes du néolithique sont plus petits que ceux du paléolithique. L'agriculture mène à des carences alimentaires, des caries sur les dents. Le fait qu'on soit dépendant de certaines plantes et que la nourriture soit plus monotone est aussi un recul par rapport au paléolithique. Et puis évidemment, il y a la proximité avec les animaux qu'on élève qui vont être le début des grandes épidémies, des thématiques dont on parlait assez peu aussi, puis qui reviennent évidemment à la mode avec toute la problématique du Covid. Et puis il y a aussi la question de la démographie, sur laquelle on reviendra aussi dans la discussion, qui est que effectivement l'agriculture et l'élevage permettent d'avoir plus d'enfants, et que c'est le début en fait de la courbe ascendante de la démographie humaine sur Terre. Donc tout ça dans un contexte depuis 2015 à peu près de prise de conscience très forte autour de l'Anthropocène fait que non seulement c'était la pire invention de l'être humain pour certaines et certains, mais que maintenant ça devient en plus le néolithique le début de l'Anthropocène. Et notre collègue Jean-Paul Demoule, grand spécialiste du néolithique, dans la revue L'Histoire, ça c'était l'an dernier aussi, fait un long article autour de cette question. Et lui, il dit carrément, j'ai recopié la phrase où il parle de l'Anthropocène, que pour lui, on peut considérer le début de l'Anthropocène au néolithique. Maintenant, il faut savoir ce qu'est l'Anthropocène, comment on le définit, et ce sera aussi un des enjeux de la discussion aujourd'hui. Donc voilà le contexte. Vous voyez, on est passé d'un progrès majeur pour l'humanité à la pire catastrophe qu'on pouvait imaginer. Donc vous pensez bien que pour nous, archéologues, c'est un petit peu compliqué de naviguer entre ces visions extrêmes, et que les restes archéologiques montrent qu'évidemment, il faut pondérer tout ça. Et pour cela, donc, nous avons invité ici à Lausanne, je les remercie encore, donc 3 collègues de l'Université de Genève, Marie Besse, qui est professeure d'archéologie préhistorique à l'Université de Genève, qui est responsable du laboratoire d'archéologie préhistorique et d'anthropologie. Lucie Martin est chargée de cours à l'Université de Genève, elle est archéobotaniste, donc archéologue spécialiste des restes végétaux anciens. Et Stéphanie Girard-Clos est maître d'enseignement de recherche à Genève aussi, où elle enseigne la géologie environnementale et la géomorphologie. Et elle nous parlera, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'évolution du climat et de cette question aussi de la définition de l'Anthropocène, avant qu'on puisse revenir, après 3 courtes présentations de chacune, à une discussion plus large. Vous donner aussi la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Voilà, je cède donc maintenant la parole à Marie, qui va nous faire une présentation un petit peu générale du néolithique, où on en est aujourd'hui dans la recherche du point de vue des archéologues de cette période. Qu'est-ce que le néolithique? Marie, la parole est à toi. Voilà. Ça, tu veux parler avec le... Merci beaucoup Lionel. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est un plaisir de pouvoir être ici et de partager une discussion avec vous, avec nos collègues sur le néolithique. C'est quand même un sujet qui est au cœur de mes recherches, qui est au cœur de mon enseignement. Donc je suis heureuse de le partager avec vous, et aussi la présence des étudiants dans la salle et des collègues qui enseignent. Je suis très contente de cela. Alors le néolithique, tout d'abord, un dessin d'André Houot que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est vraiment ici très
très romantisé presque, un très beau dessin qui représente la haute vallée du Rhône. Et vous voyez une colline, en l'occurrence ici la colline de Rarogne, avec un village, des champs cultivés, certains en jachère, d'autres certainement cultivés plus récemment, un berger avec un arc sur le dos, adapté à un environnement tempéré ou avec un développement des forêts, et puis son troupeau, des chèvres, des moutons, un chien qui sont domestiqués. Donc on est vraiment dans cette société d'agriculteurs, éleveurs, et on va le voir que en fait cette manière de faire, cette manière de produire l'alimentation, elle va se faire de manière très différente sur l'ensemble du globe. Alors, si je prends une carte du monde, ce passage des ressources sauvages à disposition de la cueillette et de la chasse à une empreinte sur l'environnement et une économie basée sur l'élevage et l'agriculture, elle va apparaître dans plusieurs endroits du monde. Vous avez là juste des points rouges et les lignes grises. C'est vraiment quelque chose de relativement schématisé. Et à différents moments. Et le lieu que l'on connaît, qui est le lieu le plus ancien de cette émergence du néolithique, de la néolithisation, c'est le Proche-Orient, et qui sera à l'origine du néolithique de l'Europe. Alors, en 10 000 ans et 3-4 000 ans, vous voyez, il y a des très grandes différences, et surtout, on aura à chaque fois, de manière systématique, des céréales et des légumineuses, mais bien sûr, ce ne sera pas toujours les mêmes céréales. Vous vous en doutez bien qu'en Chine, ce sera l'émergence du riz, et puis, par exemple, en Mésoamérique, ce sera l'émergence du maïs. Alors, c'est la même chose. Quelques temps plus tard, il y aura la domestication des animaux pour le Proche-Orient, la chèvre, le mouton, le sanglier, le bœuf, la vache, et qui seront domestiqués. Et là aussi, d'autres animaux seront privilégiés dans les autres régions. Alors je tiens à souligner que ces foyers de néolithisation se font de manière indépendante les uns des autres. C'est vraiment, à un moment donné, on passe de cette économie de chasse et de cueillette à l'agriculture et l'élevage, et certainement pas de manière stricte. Il peut y avoir vraiment des modalités de mise en place très différentes, avec également la chasse et la cueillette qui perdurent, et d'ailleurs encore aujourd'hui chez nous. Alors la première chose que l'on observe, avant même cette domestication des plantes et des animaux, c'est ce que l'on observe, c'est une sédentarité. Les personnes vont très vraisemblablement au regard d'une abondance de ressources naturelles, se sédentariser et vont construire des villages. Ici, ce sont des maisons rondes dans un premier temps que vous voyez en contexte de chasseurs-cueilleurs. Un autre exemple de ces maisons. Donc, vous voyez des villages, une augmentation de la population et une sédentarité attestée. Et petit à petit, il y aura le travail de la terre que l'on peut observer notamment par des traces dans le sol d'arère et par des gravures que l'on peut retrouver sur des grandes dalles comme au Val Camonica dans le nord de l'Italie, le Mont Vego dans la vallée des Merveilles, où on a des gravures qui attestent du travail de la terre. Alors bien sûr, l'élevage, les différentes espèces, l'agriculture, que ce soit les céréales ou les légumineuses, vont avoir comme effet une abondance d'activités différentes. Et donc, il va falloir, avec cet ensemble d'une très grande diversité d'activités, gérer l'ensemble de cette population grandissante qui va se structurer également socialement pour l'ensemble de cette gestion-là. Alors on a des innovations techniques qui vont avec le néolithique, mais pas tout à fait et pas toujours, mais quand même un peu. Alors voilà, c'est comme ça quand on parle du néolithique, on essaye de dresser des grandes lignes, mais en même temps, on doit être très nuancé. On a la lame de hache, le symbole de l'outil néolithique pour défricher. On a des meules, mais qui sont quand même un peu présentes avant.
On a des céramiques, mais la céramique, alors c'est un exemple, hein, je dis la céramique oui, mais, parce que par exemple, en Chine, la céramique, elle apparaît en milieu chasseur-cueilleur il y a 17 000 ans. Donc c'est la céramique la plus ancienne que l'on connaît au monde, en milieu chasseur-cueilleur, et le néolithique arrive bien plus tard que ce que l'on peut observer, par exemple, au Proche-Orient ou en Europe. Donc, des innovations techniques liées au néolithique, mais pas strictement. Alors, cette diversification des activités liées aux ressources produites, notamment comme l'agriculture et l'élevage, vont amener des activités, comme vous avez ici, la gravure d'un métier à tisser, posé perpendiculairement contre une paroi, avec des poids en bas, les petits points sont les poids de métier à tisser. Et ces tissus que l'on retrouve, en tout cas certaines bobines et fragments des tissus que l'on retrouve simplement dans les milieux privilégiés pour la conservation, comme les sites lacustres, sont vraiment bien attestés. Et on a également, vous voyez sur la stèle sur la droite, l'indice de vêtements richement décorés avec des motifs, dans ce cas, de losange, une stèle qui vient du site du Petit Chasseur à Sion. Alors ce néolithique, c'est une très grande diversité également dans la gestion des morts. On a des sépultures individuelles, des sépultures collectives, des sépultures en coffre, des sépultures en fosse. Et on peut avoir également, quelquefois, des tombes très richement décorées. Ici, l'exemple bien connu, les tombes de Varna, avec une présence d'objets en or très importante, qui attestent de personnes de haut rang. On est au néolithique dans des sociétés hautement hiérarchisées, avec des personnes de haut rang, attestées notamment par une parure ici en or très importante. Au néolithique, et ça va avec la présence de personnes de haut rang, la construction des constructions monumentales qui doivent être planifiées, qui doivent être commanditées. Ici, un immense cairn avec 11 dolmens, les petits coffres que vous voyez, qui se situent en Bretagne. Ce sont donc des sépultures collectives, vous voyez, très importantes. Alors, ce mégalithisme, c'est comme pour la céramique, il est présent au néolithique, oui, mais pas que. On a des exemples d'un temple, mais pas seulement celui-ci, mais le site de Göbekli Tepe est peut-être celui qui est le mieux connu. Des constructions mégalithiques en contexte chasseur-cueilleur. Donc, vraiment, je tiens à souligner ces points-là pour dire qu'on a plusieurs éléments qu'on rattache très volontiers au néolithique de manière générale, mais quand on les prend de manière individuelle, on se rend compte qu'en fait, ils sont déjà présents avant, de manière certainement plus ponctuelle, mais qui leur présence va être renforcée et tout ensemble au néolithique. Alors le néolithique, c'est aussi un marquage sur le territoire, notamment ici avec des pierres dressées, et ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Et puis, il existe ce site de Stonehenge, il existe des sites de rassemblement qui vont être des lieux privilégiés, des sites de rencontres qui vont permettre à des communautés, à un rythme à définir, mais très vraisemblablement en lien avec l'astrologie, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir avoir je me suis perdue, qui vont pouvoir créer des réunions, créer des liens à des moments donnés, et ces liens vont perdurer au-delà même de la cérémonie rituelle qui a été organisée. Le site de Stonehenge en est un très important au néolithique notamment. Alors voilà, en quelques mots, une économie qu'on dit de production, pour faire très court, et c'est la première fois également qu'on a une énergie qui est basée, dont on sollicite les animaux. Ici, vous avez sur le dessin des bœufs qui sont sollicités pour l'attraction animale, pour transporter du matériel. On observe une emprise sur l'environnement, on le verra tout à l'heure aussi avec la présentation de Lucie Martin, une augmentation de la population, Lionel l'a déjà dit, une organisation sociale complexe, et là vraiment je tiens à le souligner, avec
la présence de chefs, la présence même, aujourd'hui on le sait, de lignages privilégiés, et la gestion d'un territoire, et on a l'observation de conflits et de la violence. Alors, ces multiplications d'activités vont générer une structuration de la société avec une interdépendance très forte entre les personnes, avec des activités peut-être spécialisées par chacune et chacun des individus. Et c'est aussi, outre la présence de maladies qui peuvent émerger au néolithique, on l'a entendu tout à l'heure, c'est aussi le développement des soins aux malades, des interventions chirurgicales et la prise en charge de personnes vulnérables. On a l'apparition d'une première métallurgie en Europe occidentale, mais qui est déjà présente en Europe orientale. Donc vous voyez des phénomènes très différents, mais quand même où on est dans une structuration de la société vraiment très importante. Merci beaucoup Marie pour ce cadre. On a posé le cadre géographique, on a posé le cadre chronologique, et puis on voit que le grand héros, les grands héros de cette période, ce sont les céréales, notamment. Et pour parler des céréales, j'invite donc Lucie, en lisant un passage de Yuval Harari, on en a parlé tout à l'heure, pour te faire réagir à ça aussi. Dans Homo sapiens, Harari écrit « La révolution agricole fut la plus grande escroquerie de l'histoire ». Donc ça, c'est Jared Diamond de copier-coller. Qui en fut responsable? Pour l'interrogation, ni les rois, ni les prêtres, ni les marchands. Les coupables furent une poignée d'espèces végétales, dont le blé, le riz et les pommes de terre. Ce sont les plantes qui domestiquèrent l'homme plutôt que l'inverse. Voilà, je te laisse la parole pour continuer là-dessus. Alors moi, je vais être un petit peu plus nuancée que M. Harari. Donc, ces pauvres grains de blé ne sont pas responsables de nos malheurs. Moi, je vais vous faire une petite remise en contexte de la domestication des plantes. Je vais juste commencer par mettre... donc Marie vous a déjà montré une carte des différentes domestications qui ont été faites dans le monde. Donc vous voyez qu'en fait, le processus de domestication des plantes et des animaux, donc là je vais me concentrer sur les plantes, c'est un processus qui s'est passé à peu près, alors les dates ici ne sont pas tout à fait correctes, mais entre 10 000 et 5 000 avant notre ère, sans aucun lien les unes avec les autres. Donc il y a quand même eu un processus de domestication à plusieurs endroits dans le monde, simultané et indépendant. Et puis si on y regarde d'un peu plus près, on va se concentrer un peu sur le Proche-Orient, qui est le foyer le plus ancien. Vous voyez, c'est pas le seul. Hein. Souvent, on s'imagine que c'est très auto-centré, mais vous voyez que pas du tout. Et même au Proche-Orient, vous voyez ici une carte. En fait, c'est les sites majeurs sur lesquels on a retrouvé des céréales à la fois sauvages et à la fois domestiquées. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est que comment fonctionne ce processus de domestication. Donc vous voyez ici qu'on a plusieurs, même au sein du Proche-Orient, on a plusieurs centres de domestication qui correspondent en général à des endroits où on trouve les ancêtres sauvages de ces céréales. Et là aussi, vous voyez, on voit même à Chypre qu'on a une domestication des céréales au Levant et dans le sud de l'Anatolie, entre le Tigre et l'Euphrate. Alors, ces céréales, je vais quand même vous les présenter, parce que souvent, c'est bien de rappeler aussi les céréales qu'on trouve. Alors ça, c'est celles qui ont été domestiquées au Proche-Orient. Marie a parlé précédemment du maïs et du riz, qui sont les deux autres grandes céréales qui ont été domestiquées en Asie et en Amérique. Donc, pour le Proche-Orient, vous avez l'engrain et l'amidonnier, qui sont des blés qui ont été domestiqués à partir d'ancêtres sauvages. L'orge également. Et ensuite, il y a eu des croisements de différentes espèces, mais aussi au néolithique, qui ont abouti à la création, à l'épeautre et ce qu'on appelle les blés nus. Donc ici, vous avez du froment, mais il y a aussi le blé dur. Donc vous voyez, en fait, c'est plein d'espèces de blés qui ont un petit peu émergé de ce processus de domestication.
Je ne les ai pas mis là parce que j'ai décidé de ne parler que des céréales, mais il y a aussi des légumineuses, et Marie l'a aussi soulevé, il ne faut pas oublier que ces populations, ce n'est pas pour rien, elles ont aussi domestiqué des légumineuses qui sont un apport de protéines et qui sont très souvent en binôme un petit peu avec les céréales, qui sont un apport de glucides avec l'amidon. Donc au Proche-Orient, on a le pois et la lentille, donc avec le blé et l'orge. Et puis en Asie, on a le soja et le riz, et en Amérique, on a le haricot et le maïs. Et tout ça, c'est quand même des foyers indépendants les uns des autres. Donc on n'était pas si bêtes quand même. Alors ce processus de domestication, en fait, il est très long, et c'est là où il faut vraiment nuancer aussi les propos de Harari, et puis cette espèce de notion de révolution. Alors oui, ça peut être vu comme une révolution, mais c'est une révolution qui a duré 15 000 ans, on va dire. Et donc, vous voyez, juste sur ce schéma, ça montre qu'en fait, les populations, elles ont commencé par récolter des céréales sauvages, parce que c'était une base nutritionnelle majeure, et que c'était très nutritif aussi. Et puis, elles ont, au fur et à mesure, sélectionné les épis qui ne tombaient pas à terre. En fait, le principal trait de la domestication du blé et de l'orge, c'est ça, c'est qu'un épi mûr sauvage, il va se sectionner, disons, et puis les grains vont tomber par terre. Donc évidemment, pour le récolter, c'est pas très pratique. Donc les premières populations, les premières formes de proto-agriculture, on peut dire, ont été d'aller ramasser ces céréales sauvages qui étaient restées en fait sur pied, et qui, au fur et à mesure, étaient sélectionnés. Alors la question, c'est est-ce que c'était conscient ou inconscient ? Est-ce que c'était voulu ? Alors comme ça a pris 10 000 ans, 15 000 ans, c'est très compliqué de répondre à cette question, mais toujours est-il que ça aboutit à des céréales domestiquées qu'on pouvait récolter et ressemer plus tard, et ça, c'est vraiment le début de l'agriculture. En bas de ce schéma, je vous ai mis une petite photo d'une hutte et puis des restes de céréales. C'est pour vous montrer, c'est souvent sous cette forme-là qu'on les retrouve. C'est le site de Olaho qui se trouve en Israël actuellement, qui est un site natoufien, donc c'est des populations de chasseurs-cueilleurs qui exploitaient les graminées sauvages. Bon, on en a retrouvé des dizaines de milliers, il y a même une meule au milieu du site. Et donc, ils allaient chercher de l'orge, de l'amidonnier et de l'avoine. Et puis, ils le broyaient, ils faisaient des galettes probablement, ça on ne les a pas retrouvées. Et donc là, on est 23 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est bien, bien avant ce qu'on appelle le néolithique. Et pourtant, on a des populations de chasseurs-cueilleurs qui pratiquent une sorte de proto-agriculture. J'ai pas l'heure, je ne sais pas. Voilà. Alors ensuite, ça c'est pour faire une petite transition avec la partie suivante. C'est à propos de l'impact de l'agriculture. Donc, on dit que c'est une catastrophe, donc ça pourrait en faire partie. C'est à partir de ce moment que l'homme a commencé à vraiment avoir un impact sur son environnement. Alors d'abord, il a dû défricher, parce qu'il faut imaginer que dans des régions tempérées, en tout cas comme l'Europe, on avait des forêts partout. Et donc, on a besoin de faire de la place, on a besoin d'exploiter le bois aussi pour faire du combustible et des matériaux de construction, puisqu'on a un développement de la sédentarité. On a des nouvelles espèces animales et végétales, donc qui vont aussi bouleverser ce paysage végétal, enfin cette végétation et l'environnement. Et puis, on a aussi un impact très important de l'élevage avec le pâturage ça va avoir un impact sur la végétation et l'environnement. Donc ça, alors au début du néolithique, c'est pas très visible parce que c'est encore des petites populations, mais on peut dire que c'est un petit peu le début de cet impact qui va se développer de manière exponentielle jusqu'à aujourd'hui. Et avant de conclure pour ma partie, je voulais revenir aussi sur l'importance de la cueillette, parce que je vous ai beaucoup parlé d'agriculture et de céréales, mais pour nuancer aussi ce que dit M. Harari, en fait, ces populations d'agriculteurs, au néolithique en tout cas, elles pratiquaient encore énormément la cueillette. Et si on compare aussi avec leurs prédécesseurs qui étaient dans un milieu beaucoup plus froid,
Et on dit qu'ils chassaient beaucoup et c'était des chasseurs-cueilleurs, mais la forêt aussi, c'était une source d'abondance très grande. Et donc, il ne faut pas oublier que ces populations avaient encore une alimentation très variée et que l'agriculture n'a pas réduit à peau de chagrin leur choix alimentaire. Donc, je vous montre cette petite reconstitution d'opération de défrichement. Et puis, pour ensuite passer aussi à tout ce contexte sur les débuts de l'Anthropocène et puis le rôle du climat sur l'environnement, donc qui n'est plus tout seul, qui est accompagné de l'impact anthropique à partir du néolithique. Voilà, je vous ai juste mis ces 3 images. Donc ça, c'est des paysages tels qu'on peut en trouver de nos jours. Donc ça a commencé au néolithique, maintenant ça ressemble un peu à ça. Donc vous avez un bocage en Normandie, bon ça encore c'est assez joli, des terrasses, et puis en bas les petits ronds, c'est une vue d'avion de champs irrigués au Kansas, donc en plein milieu du désert américain. Donc là c'est vraiment un paysage totalement artificialisé. Donc est-ce que le début de l'agriculture c'est le début de l'Anthropocène? Et je pense que Stéphanie va nous en dire plus sur la question. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Effectivement, Stéphanie va nous parler des questions d'évolution du climat, puisque le néolithique, il se passe à un moment très particulier, finalement, dans la longue histoire du climat de la Terre, à un moment où la succession des grandes glaciations se termine. Et on peut poser un peu la même question que celle qu'on a posée pour les céréales. Est-ce que finalement, c'est le climat qui va déterminer la transformation néolithique, on va l'appeler plutôt, ou est-ce que c'est vraiment l'humain qui tout seul y arrive? Mais on va voir que le déterminisme quand même climatique de manière assez générale à ce moment est une question clé. Merci Stéphanie. Merci. Donc je suis ici pour vous parler effectivement de l'aspect plus géologique après mes collègues archéologues et vous parler avec un regard venant des sciences de la Terre. Pour ça, en fait, j'utilise ce graphique qui commence il y a 50 000 ans et qui finit aujourd'hui. Et on voit une courbe avec des oscillations. Cette courbe, elle est reconstruite à partir de glaces qui ont été récupérées dans le Groenland. Et en fait, elles indiquent les passages de phases interglaciaires qui sont représentés en rose, aux glaciations qui sont représentées en bleu. Et en fait, on voit qu'il y a des oscillations du climat avec des phases chaudes et des phases plus froides, et que finalement, il y a eu une grande quantité, puisque en fait, on voit qu'il y a 13 phases là, qui sont indiquées. On a une grande quantité de passages à des climats chauds, dits interglaciaires, et des climats froids, à savoir des glaciations, dans le laps de temps où l'homme moderne a existé. Et ce qu'on peut noter sur ce graphique, c'est à quel point la dernière phase, qui est marquée Holocène, qui est donc la phase chaude dans laquelle nous vivons depuis à peu près 11 000 ans, on peut voir en fait 2 choses importantes et contrastent avec ce qui s'est passé avant. D'abord, la première qui saute aux yeux, c'est sa longueur, à savoir que les autres interglaciaires, depuis que Homo sapiens est en Europe, étaient beaucoup plus courtes. Elles ne duraient que 1000 ou 2000 ans. Et puis surtout, l'Holocène, dans laquelle nous sommes actuellement, enfin, on va en discuter parce qu'on n'est plus dans l'Holocène, on est dans l'Anthropocène, mais disons que l'Holocène est aussi, on peut le remarquer, plus chaude. Et donc évidemment, ça c'est un déterminant très important de la part du climat dans toute cette histoire qui vient de vous être contée de la domestication des céréales, de l'implantation de l'agriculture, de la sédentarisation des humains. Parce qu'évidemment, pour que tous ces progrès aient eu lieu et que tous ces processus et transformations aient pu se passer, il a fallu qu'il y ait d'une part un climat plus chaud, dans nos régions en tout cas, et puis il a fallu que ça dure suffisamment longtemps. Je précise le dans nos régions parce qu'évidemment, les glaciations
Par exemple, dans la zone intertropicale, elles ont eu un rôle également, mais on n'a pas eu du tout les glaciers comme on a eu dans les zones tempérées. Et donc, à ce titre, l'histoire humaine dans les zones intertropicales sont quand même assez contrastées de celles des zones tempérées. Ici, on a notamment, pour zoomer sur notre région, la représentation du dernier maximum glaciaire, il y a 25 000 ans, ce qui est rien du tout pour des géologues, c'est hier, pour être plus précis, qui recouvrait en fait toutes les Alpes. Et ce qu'on voit qui est très impressionnant, c'est à quel point les glaciers s'avançaient loin, alors notamment dans le plateau suisse, mais aussi tout le sud de l'Allemagne. On voit les grandes villes représentées, Munich, Venise, Milan, Turin, Lyon. Et on voit qu'en fait, tout ce territoire gigantesque était recouvert de glace. Et il faut s'imaginer que ce n'était pas un peu de glace, c'était beaucoup de glace, puisque, par exemple, au-dessus de nos têtes, ici à Lausanne, il y avait au moins 1000 mètres de glace. Et donc, c'était évidemment un paysage complètement différent. Et puis, autour de cette région gelée, on avait évidemment aussi un climat complètement différent, avec de la steppe, de la toundra, et c'est de là en fait que nous, humains, nous sommes développés et que en fait, avec le climat, toute la végétation a également changé. Pour partir de ce moment, de la dernière glaciation, à nos jours, je vous présente ce graphique qui commence il y a moins 20 000 ans, enfin moins 22 000 ans parce que c'est en échelle calendaire, donc après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Et on commence sur la gauche avec la fin de la glaciation et on voit une courbe qui représente en fait l'augmentation du climat en moyenne annuelle par rapport à la période de référence 1850-1900. Et on voit que autour de 10 000, 11 000 ans, on rentre dans une période plus chaude, la fameuse Holocène que je vous ai déjà mentionnée. On voit donc que c'était une transition relativement lente qui a pris plusieurs milliers d'années et qu'il y a eu un petit sursaut de froid qui s'appelle le Dryas récent, qui a, pendant à peu près 1000 ans, 1500 ans, fait que les glaciers se sont réavancés dans les Alpes. Et qu'après, une fois qu'on est rentré dans l'Holocène, on est rentré dans un climat chaud, celui d'aujourd'hui, enfin pas tout à fait celui d'aujourd'hui, celui d'il y a 200 ans, et qui était relativement stable. Sur ce graphique a été ajoutée une barre rouge, qui est en fait la projection du climat tel qu'en fait il a lieu en ce moment. Ça, c'est évidemment un autre débat que celui de l'origine de l'agriculture, mais par contre, c'est un débat tout à fait complémentaire pour la question de l'Anthropocène, à savoir que, évidemment, les humains ont agi sur leur environnement depuis l'aube de l'homme moderne, mais on a clairement une accélération qui a eu lieu, accélération qu'on voit dans l'évolution des températures et qui est liée à notre influence, où on n'est plus uniquement dans les cycles naturels, mais qui change tout en fait. Et la vitesse et surtout la quantité d'impact et l'accélération de l'impact, c'est quelque chose d'assez essentiel. Hop là, pardon. Ceci m'amène en fait cette augmentation récente de la température avec le réchauffement climatique dû à l'émission des gaz à effet de serre m'amène de façon renouvelée, vu qu'on l'a évoqué déjà plusieurs fois, à la question de l'Anthropocène. Et là, je voulais préciser les choses avant qu'on ouvre sur la discussion, à savoir que l'Anthropocène, il peut effectivement avoir démarré avec le néolithique et le début de l'agriculture et le début de la sédentarisation, mais que vraiment on a un signal global qui commence à apparaître avec la phase industrielle à partir de 1800 à 1945, donc toute la question de la révolution industrielle, et que
on a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, une véritable accélération de tous ces processus qui ont déjà commencé pendant la phase industrielle. Et on pourrait dire que depuis 2015, alors c'est une date choisie comme ça, mais on a une véritable prise de conscience planétaire du fait qu'on est dans une autre époque, dans une autre même période géologique, et qui est nouvelle, qui n'a pas eu de précédent et où on ne sait pas vraiment vers quoi elle va, parce qu'en fait on a changé les règles du jeu, nous les humains. Et je crois que je vais terminer ici. Oui, je vais en arrière. Voilà. Et je vais repasser la parole à Lionel. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Moi, j'invite Marie et Lucie à revenir sur le podium. Et puis, on va lancer une discussion. La parole sera à la salle dans 1 minute pour lancer cette discussion en se demandant bien sûr, la question, vous vous rappelez, c'est l'agriculture a-t-elle fait le malheur de l'humanité ? En se demandant aussi si c'est raisonnable d'accabler ces populations néolithiques d'une grande partie des maux qui touchent finalement la Terre depuis pas si longtemps que ça à l'échelle d'un anthropocène récent, on peut dire. Donc ça, c'est aussi peut-être une manière de se déresponsabiliser et puis d'aller chercher des coupables un peu ailleurs. Mais avant d'aborder ces questions, on voulait aussi vous parler un petit peu de démographie pour rappeler quelques chiffres pour la discussion et pour le débat, ça nous semble important. Donc là, vous voyez l'évolution de la population mondiale depuis la phase d'accélération de l'Anthropocène. On était à 1 milliard autour de 1800, au début, enfin dans les premières décennies de la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est à 8, avec des scénarios qui varient suivant les modèles qui sont proposés. Et pour les estimations, pour vous donner un chiffre qui n'est pas sur ce tableau, les estimations, au moment du début du néolithique, on estime la population de sapiens sur Terre à 500, 600 000 sapiens. C'est un peu moins que la population du canton de Vaud de 800 000 actuellement. Donc vous prenez le canton de Vaud et vous dispersez tous les humains du canton de Vaud sur le globe. Et là, vous avez une bonne image de ce qu'était l'impact de l'humain sur la Terre. Donc aussi, dans cette réflexion, je pense que c'est vraiment important de remettre des chiffres et des proportions. Donc c'est très peu et ça monte lentement pendant toute l'époque Antiquité, le Moyen-Âge, pour atteindre ce milliard. Et puis après, vous voyez la pente de la courbe qui est tout à fait impressionnante. Mais le rapport des sapiens par rapport à tout le reste des espèces animales qui sont sur la planète, il est très faible encore au néolithique, alors qu'aujourd'hui, on a pris le dessus sur de nombreuses espèces. Voilà, donc ces infos sont maintenant partagées. On a parlé de chronologie, on a parlé de géographie, on a donné pas mal de chiffres. J'imagine que ça suscite des questions en vous, et donc on pensait lancer la discussion en vous donnant la parole. Donc est-ce qu'il y a l'une ou l'un d'entre vous qui, oui monsieur, madame après, voilà. Tu as un... Merci. Je voulais savoir pourquoi l'agriculture n'avait pas débuté il y a 130 000 ans, lors du précédent interglaciaire, savoir ce que vous pensez d'Harari et sa thèse de la révolution cognitive. Est-ce qu'il a fallu que l'être humain soit capable de comprendre qu'il pouvait produire sa propre nourriture et donc attendre il y a 12 000 ans, ou est-ce aurait pu démarrer avant ? Alors qui veut ? Lucie. Je vais commencer en tout cas. Alors j'avoue déjà, je n'ai pas lu le bouquin d'Harari. C'est mal. Je vais le faire, mais non, mais je dois le dire parce que comme vous parlez de révolution cognitive, je peux pas. Par contre, je peux quand même répondre un petit peu à cette question. Si l'agriculture, elle n'a pas été inventée il y a 130 000 ans, c'est parce qu'il y a 130 000 ans, en tout cas à l'endroit où il y avait des plantes sauvages à domestiquer, il n'y avait pas Homo sapiens. Je crois qu'on peut le dire. Et puis, il n'y avait pas cette organisation sociale aussi qui permettait de commencer ce processus de domestication. Faut penser que la sédentarité, par exemple, elle précède la naissance de l'agriculture, par exemple. Donc, on a quand même des populations qui sont installées, qui sont quand même un petit peu organisées.
et qui aussi ont pu, parce que ça demande de l'organisation de faire de l'agriculture, et voilà, ça combiné aussi au réchauffement du climat lié à l'Holocène, qui était, comme disait Stéphanie, un petit peu plus long. Tu veux rajouter quelque chose, Marie ou Stéphanie? Moi, je dirais qu'on ne sait pas, parce qu'on n'y était pas. Alors moi, si je peux juste ajouter un complément, c'est des questions qui sont ouvertes. Ça ne s'est pas fait. Mais quelquefois, on ne sait pas pourquoi à un moment donné, il y a l'agriculture qui va émerger. Pourquoi, alors qu'ils étaient sédentaires, organisés, en village, à un moment donné, ils vont sélectionner toujours les grains qui restent attachés parce que peut-être ils s'assureraient d'avoir des céréales. En fait, ce que l'on observe dans l'histoire de l'humanité, c'est aussi qu'à un moment donné, il y a plusieurs éléments. C'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on arrive le décrire. Et à un moment donné, il y a l'émergence d'un événement. Mais c'est jamais hors sol, mais en même temps, le moment où c'est présent, où c'est bien attesté, quelquefois on a de la peine à justifier, à expliquer cette justification, pourquoi ça se fait à un moment-là. Alors je ne réponds pas à votre question, pourquoi ça ne s'est pas fait précédemment, mais quelquefois je pense qu'il faut vraiment une multitude, plusieurs composantes, plusieurs événements pour qu'à un moment donné, quelque chose émerge. Voilà. Donc, je pense que simplement, il n'y avait pas le contexte nécessaire, naturel, social, économique, pour que cela puisse se faire. Madame avait une question devant, c'est ça? Oui. Voilà, je voudrais savoir si le réchauffement du climat que nous connaissons actuellement serait comparable avec le réchauffement du climat qu'ont connu les hommes au néolithique. Est-ce que c'est un phénomène qu'on pourrait comparer? Alors, on peut le comparer, c'est-à-dire on peut y réfléchir, hein, effectivement, c'est une bonne question. Mais par contre, en fait, la vitesse du processus est complètement différente. C'est pour ça aussi que je vous ai montré le graphique avec les courbes des températures. J'aurais pu aussi zoomer sur des températures mesurées depuis l'invention des thermomètres, ça veut dire la fin du 19e siècle, parce que c'est la même chose. On voit en fait, d'ailleurs, de la même façon qu'on voit une accélération du nombre d'humains sur Terre, on voit aussi une accélération du réchauffement lui-même. Et puis, ce réchauffement-là, il est tout à fait clairement amplifié, accéléré, boosté par notre utilisation en premier du charbon, puis après des hydrocarbures, gaz et pétrole. Et donc, en fait, et il est aussi quelque part corrélé à notre nombre d'humains sur Terre. Et puis, c'est un phénomène qui s'autogénère, hein, c'est-à-dire c'est aussi grâce aux hydrocarbures, on est devenus tous Superman et Superwoman. Et puis, du coup, on se reproduit plus, on a des meilleures conditions de vie, on survit mieux, on arrive à peupler des régions différentes, on arrive à produire plus. Et donc, non, en fait, le réchauffement que les hommes, en tout cas en tant qu'humains, dans leur vie à eux, les hommes et les femmes du néolithique n'ont pas vécu ce que nous vivons nous aujourd'hui. Et ce que nous vivons nous aujourd'hui n'a pas de précédent dans l'histoire de la planète et certainement pas non plus dans la nôtre en tant qu'humains. Est-ce qu'il y a une autre intervention qui est souhaitée? Oui, monsieur. J'aimerais revenir un petit peu au titre de la conférence, c'est-à-dire « L'agriculture a-t-elle fait le malheur de l'humanité ?» Comment est-ce que vous définissez le malheur? Est-ce qu'il y a une définition du malheur de l'humanité? C'est quoi?
c'est le nombre de personnes qui vivent, c'est la forme physique générale. Est-ce qu'il y a une mesure? Que je sache, il n'y en a pas, mais... On pourrait dire que c'est la même problématique que quantifier le bonheur, puisqu'on s'y attelle dans certaines entreprises ou certains États, voire l'ONU, qui proposent des indicateurs. Il y a un problème, mais je redonne la parole tout de suite au panel, c'est la question de la moralisation finalement de ces enjeux dans une démarche un peu journalistique. Et c'est ce qu'on voulait pour vous faire venir le plus nombreux possible. C'est ce que font les magazines que j'ai présentés, parce qu'il y a aussi un enjeu de vendre et de poser des questions qui sont un peu des questions choc. Et je pense que Harari, derrière, il y avait aussi un enjeu éditorial de dire autre chose, mais en fait c'est pas tout à fait vraiment autre chose, mais de faire croire en tout cas que c'était autre chose. Et le problème pour nous qui venons plutôt des disciplines scientifiques, c'est que la morale elle a pas tellement de sens là-dedans. Donc la question, il faut vraiment se demander finalement si elle vaut la peine d'être posée. Mais quand même, il y a des points qui ont été évoqués, l'augmentation de la violence, les maladies, les pandémies. Ça c'est pas des choses qui sont quand même, je crois qu'on peut se mettre d'accord, considérés comme, disons, participants au bien-être de l'humanité. Donc ce serait plutôt dans cette direction-là que je pense que les titres et le titre de la conférence étaient choisis. C'est ces choses qui finalement créent une forme de désespoir, de mal-être, de mal-vivre et qui pèsent sur les sociétés humaines. Est-ce que Non, mais peut-être je peux ajouter par rapport à ce que l'on connaît issu des données de l'archéologie. Alors il est vrai, et Lionel l'a mentionné, on a la présence de nouvelles maladies avec le néolithique. Les caries, c'est toujours l'exemple que l'on donne avec le sucre dans les céréales. Il y a également tout ce qui est en contexte avec les animaux, les épizooties. Donc là, il y a vraiment... Mais je dirais qu'en même temps que ces maladies émergent et se développent et certainement deviennent prégnantes, en même temps, la société est déjà, je pense, suffisamment structurée pour réussir, et d'ailleurs nous en sommes les témoins, à prendre en charge ces malheurs et à soigner. On sait qu'il y a des personnes, je l'ai déjà mentionné, mais je répète, il y a la prise en charge des personnes vulnérables dans la société qui vont créer des liens complètement autres qu'économiques. Il y a le développement de soins. On sait qu'il y a des personnes qui ont subi des chirurgies. Le cas des trépanations dans le crâne au néolithique, c'est toujours un peu ce que l'on présente. Des personnes qui ont survécu à ces opérations. Donc, je pense qu'en même temps qu'on a tous ces malheurs, et en même temps, les liens sont suffisamment structurés pour pouvoir réparer et soigner en même temps. Par rapport à votre question sur le malheur, par rapport au titre de la conférence, je pense que c'est quand même quelque chose depuis la sortie des livres, ces livres récents et les titres qui ont sorti, c'est un petit peu... moi, il me semble qu'on est quand même dans un contexte où un petit peu anxiogène, avec ce réchauffement climatique très fort qui inquiète. Je pense à juste titre, quand on voit aujourd'hui, tous les jours, aujourd'hui, on parle de la sécheresse et des problèmes de l'eau. Même cet été, on craint pour avoir accès à l'eau, en tout cas dans certaines régions. Ce qui était déjà le cas dans d'autres régions du monde. Ça, on est bien d'accord. On n'a rien inventé. Mais je pense que c'est aussi ce climat anxiogène que l'on vit actuellement, où on se dit, on a une production, on a une surproduction de données, on a créé en fait un environnement toxique pour nous-mêmes. Et d'où vient cet environnement toxique par différentes activités que Stéphanie a mentionnées tout à l'heure.
Et voilà, on revient au néolithique, ça nous déculpabilise un petit peu parce que c'est nos ancêtres lointains. Et puis, et en même temps, c'est vrai que c'est quand même le début d'une structuration sociale et de l'élevage et d'une empreinte sur l'environnement qui est attestée. C'est vraiment à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est un petit peu répondre de manière nuancée. Si je peux rajouter aussi quelque chose, on parle souvent avec l'agriculture, le début de l'agriculture, la notion du travail. Alors, est-ce que c'est un malheur ou un bonheur? Ça dépend pour qui. Mais voilà, s'occuper d'un champ, il faut dépierrer, il faut faire des enclos, il faut désherber, il faut, voilà, ça demande beaucoup de travail. On dit souvent peut-être beaucoup plus que d'aller à la cueillette ou à la chasse, quoique on n'est pas sûr de ce qu'on va rapporter non plus. Donc il y a aussi cette notion qui a été mise en avant pour décrier un petit peu les débuts de l'agriculture. Mais après, c'est aussi une sécurité alimentaire. Je pense que l'homme, il a, comme je le disais avant, il a aussi commencé à récupérer cette nourriture parce elle apportait elle était très nutritive tout simplement. Et puis, pour moi, le fautif, c'est peut-être pas le néolithique finalement, c'est plutôt l'industrialisation en fait qui a vraiment toute cette automatisation et mécanisation de l'agriculture, ça a été exponentiel. Et c'est peut-être là qu'il faut pointer du doigt les problèmes de l'agriculture actuelle. Parce qu'une agriculture traditionnelle ou de la permaculture, ça marche très bien. Et puis, et après, il y a toute la question de la démographie aussi. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais justement, c'est ce qu'on discutait avant, en préparant cette table ronde, c'est qu'en créant l'agriculture, on crée une sécurité alimentaire, on permet à la courbe démographique de remonter, mais ça veut dire qu'il faut aussi nourrir de plus en plus de monde, trouver des moyens pour que l'agriculture soit de plus en plus rentable aussi. Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux comme ça, à la fois être quelque chose qui fait qu'on est là aujourd'hui, parce que probablement que les populations de chasseurs-cueilleurs n'auraient pas décollé du point de vue démographique comme celle des sédentaires. C'est plutôt la sédentarisation que le néolithique, ce que disait Marie aussi, qui permet cette envolée de la démographie. Donc on est là, c'est un paradoxe aussi pour nous, parce qu'on est là pour en parler en partie grâce à ces transformations, mais elle s'auto-alimente aussi d'un besoin en fait de nourrir une planète. On le voit avec les enjeux sur le blé de l'Ukraine aussi. Il y a des pans entiers de la planète qui dépendent des céréales de certaines régions du monde parce qu'il n'y a pas finalement suffisamment de production locale pour nourrir tous les humains là où ils sont aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce paradoxe-là, il engendre une certaine forme de malheur d'une certaine manière, mais quand ça s'est passé au néolithique, je pense que les gens, ils se projetaient absolument pas dans ce qui allait arriver sur des millénaires. Donc là, on reprojette sur eux des questions qui finalement nous touchent très fortement aujourd'hui. Monsieur. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de fatalité dans toute cette croissance. Parce que la croissance exponentielle est un phénomène inhérent à la vie sur Terre. Avec les bactéries, chaque fois que les plantes ont aussi fait une nouvelle plante, on a eu les plantes à fleurs, elles ont colonisé toute la planète. Donc l'homme aussi, il s'est développé depuis la disparition des dinosaures. Donc en lui-même, il avait la potentialité vitale pour cette croissance exponentielle. C'est une fatalité de la vie. Donc la planète a vécu déjà plusieurs phases catastrophiques à cause de la vie sur Terre qui, chaque fois, s'est reprise dans une nouvelle évolution. Alors effectivement, l'être humain est un animal, ça, on le sait. Je pense que c'est une question d'échelle aussi, votre remarque. Si on regarde à l'échelle de la galaxie et des différentes planètes et de la vie sur Terre, et effectivement, il y a l'origine de la vie, le développement des espèces, et puis des extinctions d'espèces. Puis l'homme, il apparaît, il y a quelques secondes, et puis il va disparaître dans quelques secondes aussi. Donc là, je peux comprendre votre point de vue d'une certaine fatalité.
Maintenant, quand on travaille à l'échelle qui est la nôtre, chronologique, de la présence de l'homme moderne sur Terre et de la spécificité de l'homme moderne qui a une capacité d'emprise sur son environnement, qui a une capacité de se structurer, de faire des choix économiques, sociaux, idéologiques également. La fatalité, je pense qu'elle doit vraiment être nuancée parce que cette capacité de choix nous permet de faire des changements d'orientation. Et là, c'est un petit peu à contre-courant d'une fatalité où on pourrait croire que tout est déjà écrit et qu'en fait, on n'a rien à faire et puis on se laisse porter. Moi, je pense que vraiment, l'être humain, il a cette capacité de faire des choix qui lui permettent de choisir des chemins différents. Oui, encore. Je vais rebondir. Ah, vas-y, pardon. Parce que, en fait, on a discuté un petit peu avant. Et tu disais tout à l'heure, Marie, que les humains se sont toujours mis à l'équilibre avec leur environnement et qu'en vrai, on était déjà en train de changer avec ce qui nous arrive. Et qu'on parlait du pourcentage de viande, vu qu'on est dans la nourriture et dans ce festival qui parle de la nourriture, que la quantité de viande ingérée, c'était en Suisse ou en Europe ? En Suisse, c'était en Suisse, ouais, était en diminution. Et voilà, donc moi personnellement, bien que géologue, les géologues ils disent on s'en fiche, de toute façon. L'histoire de la Terre, les humains, effectivement, c'est un petit truc au milieu de tout le reste. Ça donne une certaine distance, mais pour sortir de ce chapeau-là de géologue, je pense aussi qu'en vérité, on est déjà en train de s'adapter à ce qu'on est en train de vivre. Je pense que cette question que j'ai évoquée avec l'Anthropocène en parlant d'une prise de conscience, je pense qu'elle est importante. Elle n'est évidemment pas synchrone de partout, c'est-à-dire c'est pas partout dans la population, ni géographiquement, ni dans les différents accès en fait au savoir, à la conscience, que tout le monde en même temps a la même conscience, mais je pense qu'effectivement on est quand même de façon globale en train de comprendre, nous les humains, qu'on a un impact important sur toute la planète et sur à peu près tous les cycles naturels, et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes déjà en train de nous adapter à ce changement et de changer. Après, on a beaucoup de freins qui sont notamment les processus aussi déjà évoqués, industriels et économiques, et avec eux politiques, et toutes nos structurations de société qui font que peut-être l'adaptation intime, émotionnelle, philosophique, spirituelle, qui est peut-être à l'œuvre chez chacun d'entre nous, déjà, a peut-être un frein à s'incarner de façon collective, mais voilà, je suis fondamentalement optimiste, même si je suis géologue, et je pense qu'en fait, en vrai, l'humain a toujours été en train de s'adapter en permanence, et a toujours été dans à la fois une modification de son environnement et une adaptation à ce qui se passait dans son environnement. D'ailleurs, donc on a dit beaucoup de mal de Harari, mais l'intérêt de ce livre, c'est quand même la prise de conscience au fait que finalement, même si la question est peut-être posée de manière un peu abrupte, c'est les prises de conscience que ça suscite, et puis peut-être les changements aussi de comportement que les gens ont grâce à des lectures qui parlent peut-être aussi même du néolithique. On voulait finir quand même sur une note positive. Donc ça, c'est ce que tu dis, Stéphanie, c'est ce que dit Jean-Paul Demoule aussi dans l'article de la revue que je vous ai présenté tout à l'heure. L'histoire, c'est s'il y a une chose qu'on doit retenir du néolithique, et pour sortir de cette question moralisante, malheur, bonheur ou autre, c'est justement que ça montre la grande adaptabilité de l'humain à son environnement, sa grande ingéniosité. Et s'ils ont réussi à résoudre les problèmes qu'ils avaient à ce moment-là, on doit aussi, nous, en être capables aujourd'hui, même si la vitesse du changement de ce qui nous entoure, le changement climatique, etc., est beaucoup plus grande qu'au néolithique.
néolithique. Et voilà, si vous voulez lire des choses plus nuancées, plus générales sur ces questions d'origine des États, d'origine des inégalités, l'origine de l'agriculture, vous avez aussi cet ouvrage de Graeber et Wengrow qui reprend ces questions, mais en vous donnant beaucoup plus d'exemples plus nuancés aussi de ces populations qui peuvent être parfois sédentaires sans avoir l'agriculture, parfois chasseurs-cueilleurs, mais en utilisant, comme a dit Lucie, les céréales sauvages. Et donc, c'est pas un phénomène unique. La révolution néolithique, elle n'existe pas. C'est aussi ça. Il n'y a pas un phénomène unique qui se passe à un même moment partout sur la planète, comme des fois on peut en avoir l'impression. Et ce que disent Graeber et Wengrow, c'est de rappeler aussi que si on invente l'agriculture, c'est d'abord aussi pour répondre à un problème de privation. Il manque des choses, il faut compenser par des choses qui manquent, qu'on ne trouve pas directement dans son environnement immédiat. Pour les populations qui vivent à côté de rivières avec des saumons, des poissons, qui ont des ressources naturelles à profusion, il n'y a pas besoin d'inventer l'agriculture. Donc l'agriculture, elle est là comme une solution dans certaines régions du globe à des problèmes d'approvisionnement. Et finalement, c'est aussi ce qu'on a aujourd'hui par rapport à l'eau, par rapport à des tas de choses. Donc soyons aussi ingénieux qu'au néolithique pour essayer de résoudre ça, et sortons peut-être aussi de ce report de responsabilité sur des populations plus anciennes qui ont rien demandé. Est-ce que vous voulez dire un mot? Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, Raphaël? Oui, merci. Moi, je me posais la question, on n'a pas parlé du statut des femmes, et c'est vrai que c'est un débat actuellement en préhistoire qui est assez présent, et je me demandais ce que vous pensiez de l'évolution du statut des femmes entre une société de chasseurs-cueilleurs et une société d'agriculteurs, aussi avec ces questions de démographie, la gestion des grossesses, ce genre de choses, et si vous aviez un avis sur la question. Vaste sujet qui nous renvoie à nos questionnements d'aujourd'hui. Alors, ce que l'on sait, la place de la femme ou des femmes en général, très certainement, et pour conclure, j'en profite aussi, comme je pense que ça va être ma dernière intervention, pour souligner que les fonctionnements sociaux sont complexes, qu'ils ne sont pas linéaires, que c'est toujours beaucoup plus compliqué et complexe que ce que l'on arrive à dessiner. Et ça, je le garde toujours dans ma tête lorsque j'essaye de formuler ou de répondre à une hypothèse que j'aurais pu poser. Alors, ce que l'on sait de la place de la femme, alors on sait que la femme, elle a été valorisée, notamment au paléolithique, donc chez les chasseurs-cueilleurs, par des petites Vénus de femmes vraiment féminines. Est-ce que cette représentation de petites statuettes féminines était le reflet d'une idéologie ou d'une valorisation de la femme en général ou de la fécondité? Ce passage-là, bien sûr, il est plus délicat. Même si on a une récurrence de cette observation de fait. Et puis au néolithique, avec le néolithique, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir identifier, par exemple, des mobilités plus importantes des femmes que chez les hommes. On a la possibilité, je l'ai vaguement évoqué, aujourd'hui avec des études paléogénétiques, par exemple. Il y a un site qui a été étudié en France où on observe en fait un lignage prédestiné où en fait le pouvoir se transmet par les hommes et les sites représentent une patrilocalité et une mobilité beaucoup plus importante des femmes. Et vous savez que de toute façon, pour la survie de notre espèce, il nous faut un renouvellement génétique, puisque sinon on est voué à disparaître, et là, comme tous les animaux. Et donc, la place de la femme, elle a certainement un rôle d'abord d'assurer la reproduction, ça bien évidemment,
mais ça c'est un aspect très biologique, je dirais, mais qui peut-être n'est pas valorisé de manière importante comme on peut le voir avec des personnes de sexe masculin. Voilà. Donc là, je réponds de manière très modérée, très nuancée. Il y a quelques livres, il y a des études qui se font actuellement. Le genre pour la préhistoire, l'étude du genre pendant la préhistoire. Voilà, il y a des personnes qui travaillent sur ce thème actuellement. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner des références bibliographiques. Très certainement, c'est très variable aussi sur une période aussi longue. Voilà. Il nous reste 1 minute. S'il y a encore une question que vous souhaitez absolument poser, on peut la prendre, madame, et puis après, ce sera la fin. Oui, je suis un peu surprise qu'on attribue à l'agriculture autant de changements pour l'humanité, alors que la courbe qu'on voit qui est projetée derrière nous et puis ce qu'on expérimente, il me semble que c'est plutôt l'industrialisation de l'agriculture et puis d'autres progrès entre guillemets, non, d'autres changements de société qui ont amené une augmentation de la population, une densification, une pollution et notamment le fait que l'agriculture ait maintenant des résidus indestructibles dans l'environnement me paraît plus important que le fait même d'utiliser l'agriculture. Est-ce que... Stéphanie, peut-être sur la définition de l'Anthropocène, il y a quand même un consensus par rapport aux 3 phases qui ont été présentées. Il y a cette phase 1800-2015, enfin à nos jours, qui est quand même un candidat qui semble comme ça intuitivement quand même plus un meilleur candidat que les périodes antérieures. Je suis très d'accord avec vous. En fait, alors d'abord. L'Anthropocène, on peut dire d'une certaine façon que c'est un processus actuellement globalisé, mais qui néanmoins s'est incarné de façon différente dans chaque continent, avec aussi des timings différents, notamment les moments où les populations en fait sont rentrées en croissance rapide ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est un processus qui est géographiquement variable. Pour ce qui est de l'Europe, c'est clairement l'augmentation de la population est autour de 1750 et c'est clairement corrélé aussi avec l'amélioration de l'hygiène et la fin des grandes pestes, parce que les phases de peste et d'épidémie en fait la population augmentait, mais à chaque fois elle était rabaissée et en fait renivelé avec beaucoup d'épidémies. Et effectivement, c'est bien l'industrialisation qui elle-même en fait est venue avec beaucoup d'améliorations techniques, dont les machines à vapeur, le charbon, les exploitations minières, qui ont permis en fait cette accélération de production de richesses et d'exploitation à travers le monde. Très bien, merci pour ces dernières considérations. Donc, voilà, en conclusion, nuançons, soyons plus... Quand vous voyez cette question surgir dans les magazines ou autres, vous avez maintenant des éléments en fait pour y répondre de manière plus nuancée, même si finalement... Ça me fait penser, ce que tu dis, c'est que la révolution, entre guillemets, révolution néolithique, elle a continué finalement pendant tous ces millénaires, puisque c'est la suite de l'invention de l'agriculture avec la mécanisation, etc. Donc on est vraiment complètement, en fait,
les descendants de toutes ces évolutions, la sélection des espèces, les OGM, etc. C'est toujours ce même processus finalement d'augmentation, d'amélioration des rendements qui a démarré il y a 12 000 ans maintenant, qui continue avec des formes différentes. Donc le néolithique n'est pas terminé peut-être finalement. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. C'était vraiment passionnant. Merci de vos présentations, de vos lumières sur ces questions. Merci à la salle pour la participation. Et puis, bonne suite de festival. Si vous voulez rester dans la préhistoire, dans 15 minutes, vous avez une visite guidée dans la salle Troyon, la salle de préhistoire, autour de l'alimentation à l'âge du bronze. Donc là, on passe à la période suivante, entre 2000 avant Jésus-Christ et 800 avant Jésus-Christ, avec Hélène Blitt, qui est conservatrice au musée d'archéologie et d'histoire, et qui vous dira tout devant les objets sur ce qu'on mangeait juste après le néolithique. Voilà, bonne soirée, merci encore.